Salut la planète, de retour du festival Rock Castel Éloge du voyage lent 2022. Donc nous sommes sur le festival Rock Castel comme toujours, donc au Quélard. Un bel endroit quand même pour l'éloge du voyage lent. Donc il se déroule, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dit les dates, donc je vais quand même tu peux rappeler pour ceux qui vont l'écouter dans 10 ans. Ça peut servir. C'est ça. C'est quand déjà? Dans 10 On ans. est le combien? Ah, je sais pas. C'est marqué sur. Je t'ai dit de prendre le programme, tu m'as dit non, tout ça. Oui, c'est vrai. Bah voilà. Bah, vas-y, allez, donne les dates. Ah, du 28 au 31 juillet 2022. Voilà, parfait. Et donc, on a la chance d'avoir une petite famille avec nous, la Vélove Family. Alors, nous avons Valérie, Christophe, qui ont voyagé avec leurs 3 enfants à vélo. Lali, Esteban et Naya, c'est ça? Vous allez bien? Très bien. Quel âge vous avez tous les 3? Moi, je vais avoir 14 ans au mois d'août. Moi, je vais avoir 12 ans au mois d'août. Et Naya, t'as quel âge? J'ai 6 ans et le 1er février, je vais avoir 7 ans. Wow. Très bien. Donc, vous avez fait un beau voyage. Donc, on a pu avoir la chance de voir votre film hier. Ce voyage, comment le projet s'est fabriqué? Comment c'est venu cette envie de partir avec vos enfants? Quand on s'est rencontrés avec Christophe, on avait déjà tous les deux un peu le goût de l'aventure et de voyage en itinérance. On s'est plus ou moins déjà rencontrés sur un vélo et puis ensuite, depuis qu'on a nos enfants, on fait des petits voyages chaque été à travers la France et l'Europe sur une quinzaine de jours à chaque fois. Et forcément, on a pris le goût, on a eu envie de partager plus de temps avec eux, de prendre vraiment une année pour profiter à 100% des uns des autres et partir à la découverte du monde et de ses habitants. Vraiment, prendre le temps et savourer. Donc ça a mis du temps pour le construire, ce voyage, pour le préparer? On y pensait depuis pas mal d'années, depuis peut-être une dizaine d'années déjà. On savait qu'on ferait ça, on savait qu'on avait des métiers qui nous laissaient peu de temps pour profiter de nos enfants et qu'on avait envie de faire une pause pour les écouter grandir et essayer de leur partager quelques valeurs humaines. Et donc pendant 10 ans, on a mis un peu d'argent de côté, puis après ça s'est accéléré un peu sur les dernières années, quoi. Après, 1 an avant notre départ, il y a eu le papa de Valérie qui est décédé brutalement. Et ça a été aussi un déclic pour se dire qu'il ne fallait pas qu'on attende, quoi, qu'il fallait qu'on profite maintenant de la vie. Pour l'organisation, du coup, la question c'était un peu ça, combien de temps d'organisation? En fait, le plus long, c'était de préparer le matériel pour voyager en itinérance en famille, avec seulement, donc on est parti avec 2 tandems plus une carriole. Et donc voilà, il faut être capable de limiter le matériel en volume et en poids, tout en ayant quand même suffisamment de confort et que ce soit qu'on ait tout ce qu'il faut pour notamment traverser des pays où il fait un peu froid. La première partie du voyage en Amérique du Sud, c'était l'hiver. Un hiver sec, pas comme ici, donc avec une bonne doudoune, généralement ça suffit, mais malgré tout, c'est des vêtements un peu techniques, et donc il faut se renseigner, essayer de trouver les bonnes opportunités. Voilà, donc c'est ça qui nous a pris le plus de temps. Donc, disons que 1 an avant, on a réfléchi plus ou moins à l'itinéraire. Et puis, dans les 7 derniers mois, on s'est vraiment penché sur le matériel et les vaccins, etc. C'est vrai que ça met aussi un peu de temps de réfléchir côté santé. Alors justement, au niveau d'itinéraire, pourquoi avoir voulu faire 3 régions du monde différentes? Pourquoi ne pas être resté sur l'Amérique du Sud, par exemple, qui est déjà vaste? Pourquoi ce choix? C'est vrai, on a hésité au départ, et puis, notamment parce qu'il y avait cette question de prendre l'avion aussi souvent, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ferait peut-être moins. En fait, on avait demandé aux enfants ce qu'ils voulaient voir pendant ce voyage-là. Et voilà, en disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment? Je pense qu'il y a le Machu Picchu qui est sorti sur un des 3, l'Asie sur un autre, et puis moi j'avais un rêve aussi, c'était de pédaler sur le Salar d'Uyuni. Et donc voilà, on a essayé de faire un melting pot de tout ça, de voir un peu ce qui était faisable en 1 an. Et puis c'était l'occasion aussi, c'était le voyage d'une vie, c'était de se dire comment on va voir d'autres cultures, profiter de ce temps-là pour voir des cultures très différentes. Et c'est vrai qu'entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Asie, il y a des manières de vivre qui sont très différentes. Et c'était intéressant que les enfants puissent côtoyer ça. Et vous les enfants alors, Lali,
Est-ce que tu étais contente de partir en voyage à vélo? Est-ce que tu t'es rendu compte que ça allait être un long voyage? Oui, j'étais super contente. Après, je savais pas du tout comment ça allait être et tout. C'était vraiment super bien parce que du coup, on a découvert plein de paysages, plein de nouvelles personnes. C'était vraiment super bien. Ça t'a plu? C'était pas trop long? Non, ça allait. Je pense que c'est le temps qu'il faut pour faire un bon voyage. Ah ouais. Et pour toi, Esteban, c'était pas trop long? 1 an comme ça a l'air long, mais quand on est en action, qu'on pédale, on a l'impression que le temps il passe beaucoup plus vite. Ah ouais. Et pour toi, petite puce? T'étais toute petite, plus petite dans le film. Tu te souviens bien du voyage? Oui. Oui, c'était bien? Oui. Oui. Si tu devais refaire encore un voyage comme ça, est-ce que tu aimerais? Peut-être pas tout de suite. Ouais, un jour peut-être un. Et le vélo, tu aimes le vélo? Oui. Oui. Ah. Et qu'est-ce qui vous a le plus? C'est toujours difficile un peu cette question. Qu'est-ce qui a le plus plu dans le voyage? Pour toi, Esteban, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'est une question très compliquée. Oui. Alors, tout d'abord, les rencontres avec les habitants, les paysages aussi qui sont incroyables partout dans le monde, et de partager cette année avec ma famille. Et pour toi, Lali? Pour moi, comme l'a dit Esteban, c'était aussi les personnes. Donc, quand elles étaient très généreuses et chaleureuses. Et après, beaucoup les paysages et puis la diversité des espèces animales et végétales. C'était... Voilà. Alors ça, c'est le regard des enfants, mais je suppose que pour les adultes, il y a quand même toute une logistique, un rythme en voyage qui n'est pas celui des enfants. Comment s'est passé pour vous les premiers kilomètres, les premiers jours avec vos enfants? Je crois qu'on s'y est mis quand même relativement rapidement et sans tellement d'encombre. C'est vrai que le voyage à vélo, souvent ce qui peut un peu surprendre, c'est que on part pendant 1 an, donc on a 0 contrainte, sauf la contrainte de trouver un endroit à peu près confortable pour s'arrêter le soir et de quoi manger et se restaurer et boire le soir quand on s'arrête. Et puis ça reste quand même une mission assez importante parce que la nourriture en voyage, c'est quelque chose de très important. Et puis voilà, il faut toujours prévoir un petit temps pour ça. Mais on a pris le rythme plutôt facilement. Et puis les enfants sont quand même super cool, quoi. Je pense qu'on est vraiment gâtés d'avoir des enfants comme ça. T'as une idée de... Non, après, on a commencé par une zone qui était un peu difficile à vélo, c'était la Cordillère des Andes. Donc, on est rapidement monté à 3500 mètres d'altitude. Donc, on s'est fait quelques petites journées de montée au départ. Et on avait un peu peur de voir comment ça allait réagir par rapport au froid, notamment par rapport à l'altitude. Après, on y est allé doucement. Mais finalement, on voit que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable et souvent plus forte que la nôtre. Et puis après, on a adapté aussi le voyage en fonction de la fatigue. Dès qu'il y en avait un de nous qui était fatigué, on faisait beaucoup moins de kilomètres. On n'avait aucune contrainte journalière. Donc on s'arrêtait. Voilà, des fois, ça nous arrivait de faire 5 kilomètres parce qu'on était fatigué ou qu'on avait fait une belle rencontre. Des fois, on en a fait 100, un peu plus de 200. Enfin voilà, ça dépendait vraiment des journées en fonction de la forme de chacun, de l'école qu'on devait faire aussi, des choses comme ça. Alors, tu dis pas de contrainte de temps, c'est-à-dire que vous étiez parti pour 1 an, mais ça pouvait durer 1 an et demi. On était parti pour 1 an, on allait rentrer dans 1 an, mais on savait que par exemple on arrivait le 5 mai à Lima, le 5 mai à Santiago du Chili par exemple, et qu'on repartait le 10 octobre de Lima. Et entre Santiago du Chili et Lima, on s'arrangeait comme on voulait. On pouvait faire des grosses étapes, des petites étapes. Si on sentait qu'on était vraiment trop en retard, on pouvait prendre aussi un bus. Enfin, on ne s'est pas empêché de faire ça. On a adapté vraiment le voyage en fonction de ces éléments-là, mais on ne s'est pas mis de stress en se disant tous les jours, il faut qu'on fasse 50 km ou 100 km. On a fait le nombre de kilomètres que la famille pouvait supporter chaque jour. Ah oui. Et en termes de durée, on était parti sur 1 an, du 1er mai au 1er mai. D'une part, sur ces périodes-là, ça nous paraissait assez confortable au niveau scolaire pour les enfants. On a choisi de partir l'année de CM2 de Lali en se disant que si jamais on s'installait dans un nouveau village au retour,
que ça lui permettait d'intégrer le collège et pas avoir à changer de collège ensuite. Et du coup, voilà, on était plutôt fixé un peu sur cette durée-là, mais effectivement, du coup, tout au fil du voyage, on s'est pas mis de la pression au long cours, mais on savait quand même que c'était pour une durée d'1 an. D'accord. Donc vous avez fait quelques woofings en voyage. Alors est-ce que c'était une bonne expérience pour tous d'ailleurs, chacun d'entre vous? Lali, tu saurais expliquer ce qu'est le woofing? Bah, je sais que c'est il faut que on est plusieurs personnes et on doit travailler, on travaille, on peut nourrir les animaux, aller dans la culture et en échange on est logé et nourri et du coup bah c'est un bon compromis. Voilà, un bon compromis, c'est ça. Le côté un petit peu qui peut être un peu frustrant en fait du voyage en itinérance, c'est de pas toujours avoir vraiment le temps de vivre avec les personnes et localement. Et donc l'avantage du woofing, c'est vraiment ça, c'est de s'imprégner d'un mode de vie vraiment sur une durée un peu plus longue que juste une nuit ou deux, et d'intégrer une vie de famille locale. Donc là, on a eu la chance de trouver une famille justement dans une superbe ferme en Bolivie, où ils faisaient de la permaculture et qui avaient des enfants, dont un qui avait à peu près le même âge que Lali Esteban. Donc ils ont pu aller à l'école avec lui, ils y allaient à pied, il y avait une demi-heure d'un chemin dans la montagne par des petites passerelles et tout ça. Ils ont pu partager ça aussi, en plus d'un quotidien vraiment à 100% local, quoi. Enfin, c'était vraiment génial de vivre ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et ce woofing, vous l'avez trouvé une fois sur place ou alors c'était vous étiez renseigné avant Le fonctionnement du woofing, c'est qu'on achète en fait un abonnement par pays. Il n'y a pas une liste internationale. Et donc, quand on était en Argentine, on a regardé ce qu'on pouvait trouver en Bolivie. Et puis, voilà, on s'est inscrit sur la liste de Bolivie. On a cherché un petit peu ce qui pouvait correspondre justement. Dans nos recherches, c'était plutôt axé permaculture et plutôt le niveau familial qui nous paraissait cool. D'accord. Et vous avez aussi rencontré des tribus, vous avez été au devant, vous êtes sorti un peu des sentiers battus. Ça aussi, c'était prévu au départ ou vous aviez improvisé? Alors, c'est l'avantage du voyage à vélo, c'est que l'on peut vraiment sortir un peu chemin des sentiers battus. On n'est pas obligé de rester sur les grands axes de circulation. Notamment en Asie, on a pratiquement fait que de la piste, donc on n'est pas resté sur les axes. Et puis après, on écoutait par rapport aux locaux. Les locaux, ils nous donnent des tas d'informations sur qui aller voir, où passer du temps. Et on a vécu notamment une expérience très enrichissante au Laos, dans une petite tribu locale, en tout cas, qui vivait un peu loin de la civilisation, encore avec des mœurs, polygamie, enfin tous les éléments qui peuvent nous paraître étranges aussi en tant qu'Européens, et puis avec une culture du café. Je ne sais pas si vous voulez parler de cette expérience, les enfants, de l'expérience au Laos avec, Tu t'en souviens, Stéphane? Eh bien, je me rappelle de cette chance qu'on a eue de pouvoir aller cueillir des grains de café. Parce que déjà, j'avais jamais vu des grains de café comme ça sur la branche. Et donc, je me disais, les grains de café, c'est marron et ça sera toujours marron. Mais en fait, au début, c'est dans une sorte de coquille rouge. Et on se dit, jamais on n'aurait pensé ça si on l'aurait pas vu. Eh oui. Et après, le soir, on est parti faire quelque chose d'un peu original avec toute cette famille. Déjà, on a mangé avec eux, assis par terre dans leur grand salon, enfin dans une grande cabane de bois. Et le soir, qu'est-ce qu'on est allé ramasser, Naya? Des grillons et des sauterelles. On les a mangés en guise de dessert. Ils ont mangé en guise de dessert. Ils ont fait sauter ça dans une petite poêle avec un petit accompagnement. Et puis on a mangé ça. Et Naya, qui était toute petite, qui avait 2 ans, elle les a mangés comme des frites. On voit ça dans le film et on se dit, mais il y a peu d'enfants qui le feraient, qui trouveraient ça
surprenant, différent, tellement différent. Qui ferait des grimaces Ouais. et des adultes aussi. Mais... Et alors, c'est bon, les insectes? Bah en fait ça a pas trop de goût, c'est un peu grillé, c'est bon, enfin c'est comme un mini poulet quoi. Après, ce qui était intéressant justement pour les enfants, et on voit que maintenant quand on arrive en Europe, c'est un peu plus compliqué sur la difficulté de se nourrir, c'est qu'en fait les enfants mangeaient ce qu'il y avait sur place. Pendant un an, et donc voilà, donc il n'y avait pas le choix, il fallait manger ce qu'il y avait, ce que les locaux mangeaient, donc on a goûté de tout, et puis voilà, on a pris du plaisir, un peu moins de plaisir, mais en tout cas on a mangé tout ce que mangeaient les locaux. Et on voit quand il n'y a pas la tentation, effectivement, quand on revient en France, il y a toujours la tentation des biscuits industriels ou autres, là on mangeait ce que produisait la terre locale, c'était toujours intéressant. Et tu préfères l'aile ou la cuisse d'insecte? Ou l'aile. Oui, l'aile. La tête y a et les plus ailes. à manger dans le corps quand même. Hein. Ah, quand même. La tête et les ailes, c'est le plus impressionnant, et dans la sauterelle, c'est là où tu réfléchis le plus. Ah ouais. Est-ce que je mange la tête? Il y a les yeux quand même. Et pour vous, c'était facile, justement, cette différence finalement culturelle de manger des insectes? Nous, on est partis aussi dans ce voyage pour vivre des expériences. Et du coup, celle-là, elle nous faisait pas tellement peur. Ah non, c'était plus fun et pas du tout difficile. Bon, après, ils nous auraient proposé, je sais pas, des yeux de singe, ou je sais pas, on a peut-être réfléchi autrement, mais en tout cas, les insectes, non, on était prêts pour ça. D'accord. Et on a mangé quelque chose encore un peu plus étrange peut-être pour des Européens. C'est un moment, on est allé dans un restaurant et on cherchait quelque chose à manger. Du coup, on a vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à du poulet. Du coup, on a pris et on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'eau par rapport à d'habitude. Et après l'avoir mangé, on est reparti à vélo. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était du rat. Ah ouais. Mais c'était du rat des champs, donc ça va. Ça passe. Ouais, il y avait une bonne odeur de barbecue. Puis on avait très faim ce jour-là, on avait fait pas mal de kilomètres, on était un peu fatigués, et puis donc on était... Et puis après, en fait, il y avait des grandes photos devant tous les restaurants où il y avait les rats ouverts là. Donc on a vu ce que c'était. Mais c'est un mets qui est très apprécié là-bas. C'était facile de trouver votre nourriture pour être autonome dans les différents pays que vous avez traversés? Parce que quand on est à 5, faut une certaine quantité de nourriture pour quelques jours. Comment vous faisiez? Comment vous anticipiez éventuellement les zones un peu... Alors, on trouvait souvent dans des petites épiceries. Alors, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on prenait souvent ce qu'il y avait. Il y avait souvent dans des zones... notamment toute la Bolivie, le Pérou, il n'y avait pas de légumes, pas de fruits, donc c'était difficile, donc ça m'a un peu habitué à manger ça. Mais on a mangé toujours ce qu'il y avait, souvent des pâtes, il y en a partout. On avait toujours dans nos sacoches 3 ou 4 paquets de nouilles chinoises, c'était notre ration de survie au cas où on ne trouve rien, on savait qu'on avait au moins des pâtes chinoises. Mais non, après on a trouvé partout, il y a des jours où on faisait... un peu plus de stock. Le plus difficile peut-être c'est d'anticiper l'eau. La nourriture à la rigueur, des fois on a fait un peu attention à la nourriture, on a mis sur plusieurs jours, mais l'eau en revanche, quand on a besoin, c'est difficile, quoi. Donc là il faut anticiper. Des fois il faut avoir des grosses cargaisons d'eau pour passer. Il y a certaines zones, notamment certains déserts ou le Salar de Uyuni, où il faut avoir quand même un peu d'eau, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça change vraiment en fonction des régions du monde. Justement, quand on parle de mode de vie, l'axe nourriture change aussi beaucoup. Par exemple, sur l'altiplano bolivien ou péruvien, c'est très aride, il n'y a quasiment rien qui pousse. Donc, et puis dans les boutiques, il n'y a quasiment vraiment pas beaucoup le choix ni de choses à acheter. Alors qu'après, en Amérique centrale, il y a des fruits partout, des personnes qui cuisinent à tous les coins de rue. En Asie, c'est pareil, on trouve partout de quoi grignoter sur le pouce. Il y a vraiment une autre culture aussi de manger dans la rue super facilement. Et puis d'ailleurs, ce contraste-là de pédaler pendant 2 mois dans des régions où il n'y a vraiment rien, quoi. Toutes les villes sont des petits villages tout en terre, où on trouve juste des tout petits boui-boui où on peut acheter quelques petits trucs à grignoter. Et tout d'un coup, on arrive dans une grande ville avec des espèces de grandes surfaces où il y a un choix énorme
de choses à manger, on se sent complètement déconnecté en quelques semaines ou mois de voyage, quoi. Et on se rend compte encore plus à quel point en France, quoi, on est complètement en décalage avec je sais pas, ce qui pourrait être peut-être plus naturel de manger, se débrouiller pour manger en dehors des grandes surfaces, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr qu'on a la chance aussi d'être français, parce que en France, il y a beaucoup de diversité dans la nourriture. Et on se rend pas compte quand on va dans un supermarché, qu'on regarde, on se dit bah c'est normal quoi, il y a ça partout, mais alors que pas du tout en fait. Ah ouais. Et ça a changé votre façon manière de consommer au quotidien? On y est un peu plus attentif, effectivement. Enfin, je pense que les enfants, notamment, ont compris la valeur de l'eau, qui est une ressource quand même très précieuse. On n'a pas conscience en Europe où on a de l'eau partout, tout, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais quand même, on a de l'eau partout. Même, on le dit souvent, mais enfin, on a le luxe quand même d'avoir de l'eau potable dans nos toilettes, ce qui est incompréhensible pour beaucoup de pays du monde qui vont chercher l'eau avec le puits. Donc on a vu ça, des gens qui faisaient des dizaines de kilomètres pour aller chercher un peu d'eau. Donc ça, je pense que les enfants ont compris la valeur de l'eau et ils ne laisseront jamais couler un robinet, en tout cas je l'espère. Et puis et puis sur la nourriture aussi, quand on essaie de manger plus local, on avait déjà ces réflexes-là un peu avant, mais de faire attention aussi à manger un peu plus sain. Bah, c'est sûr qu'un voyage, ça bouleverse, ça nous fait apprendre beaucoup de choses et monter en conscience, même si on avait des bribes de conscience de tous ces questionnements-là. Là, on les prend vraiment en plein visage, quoi. La question de l'accès à l'eau potable, effectivement, la question des déchets plastiques, la question de l'accès à la nourriture, la surconsommation. Et du coup, on essaye d'être plus vigilant, même si on est des parents ordinaires, dans une famille ordinaire. Et donc, on s'adapte aussi en fonction de nos contraintes en temps, en énergie. Ça coûte aussi de l'énergie de bien faire, quoi. Et du coup, quand on est en voyage, c'est facile parce qu'on peut se préoccuper vraiment de ça. Et on se rend compte. Et c'est ça aussi qui est un peu déstabilisant au retour. C'est que, en fait, dans une vie sédentaire, avec un travail à temps complet, c'est très dur de remplir tous ces objectifs, quoi. Vraiment prendre le temps pour ses enfants, prendre le temps pour soi, prendre le temps pour bien cuisiner, prendre le temps pour les autres, pour son travail. Et donc, voilà. Donc, on s'adapte. On est monté en conscience et en même temps, on fait de notre mieux sans se mettre trop la pression. Et oui. Ouais, c'est bien. C'est bien. Les enfants, pendant un an, c'était les grandes vacances. Mais dans le film, vous expliquez que vous avez quand même travaillé, fait des devoirs. Comment ça s'est passé, ces moments de scolarité en voyage? Ça se passait bien. On faisait toujours presque 1 heure par... Ouais, de devoirs. Essayer de faire 1 heure par jour de devoirs. Et après, il y a des jours où on en faisait un peu plus, des jours où on n'en faisait pas du tout. Voilà. Après, on apprenait aussi quand on n'avait pas les cahiers. Et puis tout ça, on faisait sur le vélo, on apprenait les tables de multiplication. Ah oui. Après, on a beaucoup appris du coup la géographie, de l'histoire, des langues. Du coup, on a appris l'espagnol. Ah oui. Du coup, on a appris beaucoup de choses qui nous ont aidés pour la suite et que au retour, on n'a pas du tout été en retard sur le programme par rapport aux autres qui étaient restés assis sur une chaise 6 heures par jour. Ouais. Et du coup, voilà. Sur les langues, c'est assez bluffant. Ils nous ont bluffé parce que donc nous, on se parlait en français dans la famille. Après, on parlait espagnol avec les personnes qui étaient autour de nous. Mais en 2 mois et demi, en fait, les enfants parlaient couramment espagnol. Notamment parce qu'on avait un petit ballon dans la carriole et dès qu'on sortait dès qu'on arrivait sur une place de village, ils sortaient le ballon, ils allaient jouer avec les enfants au foot ou à d'autres jeux de ballon. Et ils ont appris l'espagnol très très rapidement à cet âge-là. C'est vraiment des éponges. Et ils ont un meilleur accent tonique que nous maintenant en espagnol et certainement presque un peu plus de vocabulaire. Donc ils ont vraiment appris très rapidement et puis on est resté pendant 8 mois dans des pays hispanophones, donc ils ont très vite progressé. Parce que alors après l'interview, petite interrogation parce qu'on a une prof d'espagnol juste à côté. Bon, je vous rassure, moi j'ai pas appris un mot d'espagnol depuis qu'on se connaît. Mais...
Quoi, tu veux dire que c'est moi qui suis mauvaise? Ah, pas du tout. Non, c'est que j'ai pas fait l'effort. C'est tout, hein. Ouais, c'est ça. Il faut que je l'emmène en Amérique latine. C'est ça, ouais. On verra. C'est pour manger des insectes. Oui, je sais, mais on sait jamais, hein. Et donc, d'ailleurs, quand vous êtes rentré, vous avez fait un test. L'éducation nationale vous a fait un contrôle, un test, je sais pas comment on appelle ça, pour savoir si vous étiez à niveau ou s'il fallait vous mettre à niveau. Et d'après ce que j'ai compris, ce que vous expliquez dans le film, je crois, vous étiez au top. Oui, tout s'est bien passé au retour du voyage. On a fait les examens et oui, on a très bien réussi et puis voilà. Après, ça fait longtemps donc j'ai plus trop de. Ouais, tu te souviens souvenir pas? de comment Oui, c'était, heureusement. mais, L'Asie. Alors à un moment, pendant le film, je crois que c'est toi qui parle, la voix off. Tu expliques que ça, je crois que c'est le Mekong. Et ça c'était important pour toi ou pour vous de passer à cet endroit-là, mais vous expliquez pas pourquoi. Est-ce que je peux te poser la question? Oui, bien sûr. C'est un peu ce qu'a dit Christophe au départ. Mon papa est décédé brutalement 1 an avant le voyage. Et parmi les histoires qu'il nous racontait depuis qu'on est tout petit, il nous disait quand je serai à la retraite, plus tard, il aimait aussi beaucoup voyager, vivre des aventures, quelles qu'elles soient. Et il nous disait souvent, quand je serai à la retraite, je partirai descendre tout le Mékong en barque, en bateau, avec les pêcheurs, vraiment du départ du Mékong jusqu'à l'embouchure. Et ça passe vraiment par plein d'endroits. Enfin, en plus, il y a plein de bras du Mékong, plein d'endroits vraiment retirés. Donc voilà, ça avait encore plus de sens pour nous de passer par là en se disant que voilà, s'il avait été encore là, il serait certainement venu nous rejoindre sur cette partie-là du voyage. Ça avait du sens de découvrir ce lieu. Mais finalement, on s'est fait la remarque qu'il était sans doute encore plus avec nous tout au long du voyage que s'il était vraiment venu physiquement. Je sais pas si tu as une question, Flo. Vas-y, je t'en prie. Me poser une question sur le retour, c'est pour ça que c'était encore une question sur le voyage. Non, vas-y. Le retour n'a pas été trop difficile après cette année en famille, 24 heures sur 24 ensemble, cette réinstallation, parce que ce que vous expliquez au début du film, c'est que vous avez tout quitté, appartement, maison, boulot, pour ce voyage. Donc le retour, il faut tout reconstruire, il faut retrouver le rythme de la sédentarité, de la société. Ça n'a pas été trop dur après cette année? Alors on est revenu du voyage vraiment avec une énergie immense, vraiment nourrie d'une vie en plein air, en pleine nature, nourrie de rencontres, de paysages magnifiques, de temps de partage ensemble. On avait l'impression qu'on pouvait déplacer des montagnes, donc on n'avait aucune crainte sur l'avenir. Et donc on avait 4 mois finalement, mai, juin, juillet, août, pour trouver au moins un des deux, Christophe ou moi, un job, et puis un endroit pour s'installer, pour pouvoir inscrire les enfants à l'école avant fin août. Ah oui. Donc il y avait juste un tout petit peu cette pression-là. Donc, mais finalement, on a trouvé très facilement des différentes propositions. Donc après, c'est le rythme, oui, effectivement, qui a été juste la transition justement entre une vie juste avec tout ce que je viens de vous citer auparavant et puis revenir à une vie plus normale. On a choisi de reprendre une vie normale aussi parce qu'on avait envie aussi d'offrir aux enfants et même nous permettre à nous de faire des rencontres et de partager, de contribuer à une vie locale riche d'échanges et de partage. Et ça, en itinérance, c'est pas possible de construire vraiment des liens forts et des projets localement. Mais effectivement, il faut s'adapter. Pour les enfants, je crois que ça a vraiment glissé le retour. Du jour au lendemain, on est rentré, je sais pas, le 1er mai, le 3 mai, ils étaient à l'école, quoi. Ils retournaient à l'école, c'est arrivé super facilement et ils ont retrouvé les copains. Pour nous, effectivement, ça a été un peu plus difficile, mais on sait qu'après une année comme ça où c'est tellement énergisant, tous les jours on rencontre des nouvelles personnes,
c'est excitant de ne pas savoir où on va dormir le soir et tout ça. Et quand on retombe dans une routine, c'est un peu plus compliqué. Après, juste une expérience par rapport au travail. C'est vrai, on a été étonnés là. Enfin, moi, j'avais déjà fait un grand voyage d'1 an il y a 20 ans. Et le voyage n'était pas considéré de la même manière. Il y a 20 ans, quand on partait, de suite, on disait mais tu vas avoir un trou dans ton CV, comment tu vas l'expliquer, ça va être difficile pour toi de retrouver du travail après. J'avais pas eu de difficulté à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était pas forcément bien vu, c'était pas dans la conscience collective. Et là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en 2 mois, on a tous les deux trouvé du travail. Et parce que les consciences ont changé aussi, que maintenant, justement, faire quelque chose d'un peu original ou qui est un peu porteur de valeur, c'est plutôt bien vu aussi par les cabinets de recrutement. Enfin voilà, il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et je pense que ça fait aussi la différence dans des entretiens de pouvoir parler d'autre chose que du boulot, ou de dire voilà quelles sont nos valeurs par rapport aux enfants, par rapport à la famille ou comment on arrive aussi à se débrouiller, parce que c'est aussi la débrouillardise, ça prend aussi, puis c'est une belle école de la confiance en soi, le voyage à vélo. Donc c'est une force. Après, oui, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal à me reposer. Je serais bien reparti pour une année supplémentaire de voyage. Mais bon, après, voilà, il faut aussi rééconomiser, il faut se poser pour les enfants, avoir une vie un peu plus sédentaire. Mais le retour, je pense que pour les parents, il y a toujours, on en discutait pendant ce beau festival avec d'autres voyageurs, il y a un phénomène un peu de dépression, alors pas de déprime, mais un peu de dépression où on descend un peu, voilà, où il faut, après un grand temps d'excitation, on revient sur quelque chose de beaucoup plus normalisé, et ça fait un peu bizarre au départ. Vous avez quitté de région, enfin changé de région entre... avant et après. Oui, on habitait dans le Lot. On est resté pendant 12 ans dans le Lot. Moi, j'étais directeur d'un établissement pour personnes en situation de handicap. Et on avait un logement de fonction dans cet établissement-là. Les 3 enfants sont nés là-bas. Donc ils ont toujours vécu sur l'établissement. Et puis après, j'avais fait le choix de démissionner pour être vraiment libre. En fait, j'aurais pu prendre une année sabbatique, mais je voulais être vraiment libre pour être totalement disponible pour Valérie et les enfants, parce que je savais que sinon, si je partais pour une année sabbatique, j'allais continuer à m'intéresser à ce qui se passait au travail et continuer à travailler à distance. C'était pas l'objectif. Donc on a fait ce choix douloureux parce que c'était un très bel établissement. Et en sachant que là, au retour aussi, il y avait aussi une excitation de refaire notre vie quelque part, peut-être se rapprocher un peu plus de Grenoble, d'où est la maman de Valérie. Donc voilà, on cherchait aussi, on avait programmé, il y avait 2 départements qui nous plaisaient bien, c'est l'Ardèche et la Drôme. Et donc voilà, on a trouvé un pied-à-terre dans la Drôme et on est très heureux. C'est beaucoup moins bien. Moi, je dis ça, j'ai vécu 15 ans dans la Drôme, donc... On n'est pas loin. Ouais. On est à une quinzaine, 20 km de l'Ardèche. Non, ce qu'on dit, c'est que les Dromois sont des Ardéchois qui ont quitté la montagne. En fait. Je sais pas si c'est vrai. Mais... On est un peu dans la Drôme des collines encore. Ouais. Et si du coup vous deviez repartir, vous repartirez sûrement un jour, vous aimeriez voyager autrement ou ce serait à vélo ? Alors là déjà on repart, hein. On va repartir du Keilar pour aller jusque dans la Drôme à vélo. Ouais, vous êtes venu à vélo. Ah ouais. Donc on va repartir à vélo, on a 15 jours là pour repartir, donc on va le faire tranquillement. Et après, il faut voir si les enfants ont encore envie de repartir plus longtemps. En tout cas, là, pour les 15 jours, ils étaient super heureux de reprendre le vélo. Après, s'il y avait un grand voyage à faire, je pense que là, on éviterait de prendre l'avion. Donc, on ferait peut-être un grand voyage en train. Alors, il y a un train qui est très sympa, mais qui n'est pas accessible en ce moment, c'est le Transsibérien. C'est un peu compliqué là. Ouais. Mais bon, de toute façon, on va attendre que ça se calme. Et puis on verra. On verra d'ici quelques années. Je sais pas, vous les enfants, vous avez envie de repartir un peu ? Oui, après je crois qu'Essan il avait un autre moyen de locomotion qu'il aimait bien. Ce serait dans un van ou quelque chose comme ça, mais par contre il faudrait faudrait que quelqu'un invente un van ou un camping-car qui fonctionne avec, il avait peut-être l'idée avec de l'eau ou avec... je sais pas moi, peut-être avec tu mets des déchets plastiques et puis ça avance, hein, je sais pas moi, je tente des trucs. Et voilà, du coup, il faudrait inventer quelque chose d'original et qui est pas polluant pour la planète et voilà. Je pense que c'est votre génération qui va créer ça. Enfin, on compte sur vous en tout cas, hein, parce que bon, nous on a fait un peu de la merde. Peut-être Esteban, le futur inventeur, hein, peut-être. Bah oui. Non, pas du tout. Peut-être. Un jour. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est très bien.
En tout cas, c'est sûr que le mode de vie à vélo, encore une fois, on n'a pas fait du vélo pour faire du vélo, mais c'est vraiment un moyen de vivre un voyage en itinérance en pouvant transporter le nécessaire pour avoir une vie nomade confortable, contrairement au sac à dos. Vraiment, le vélo a plein d'avantages, pouvoir transporter toutes ces affaires-là, mais aussi vraiment parcourir... passer par tous les chemins, quoi. Quand on voyage, les personnes qu'on a rencontrées qui voyageaient en bus, en sac à dos, en stop, malheureusement, elles sont obligées d'aller d'un point A à un point B, qui sont souvent des zones un peu touristiques, et puis elles ratent tout le meilleur, en fait, les zones vraiment où tu es au cœur de la vie locale, comme elle est si belle à rencontrer en voyage, quoi. Donc le vélo, on y est quand même attaché, même si après, on est toujours prêt à découvrir d'autres moyens de vie nomade. Et puis là, vous nous montrez un mauvais exemple avec votre camping-car. C'est pas le bon exemple. Ça fait rêver les enfants. C'est ça, ça nous met à tous des étoiles dans les yeux. Pas forcément sur un an, mais sur des courtes durées, ce serait trop chouette aussi de découvrir ça. Justement, je vais revenir un petit peu en arrière. On n'a pas trop parlé de matériel. Vous aviez tous un vélo où les enfants avaient. Je sais donc il y avait une carriole, hein, mais sinon, comment ça se passait? Chacun avait son vélo? Eh bien, on avait 2 vélos tandem. C'est des vélos où on peut aller à 2. Il y en a un qui s'assoit devant. D'accord. Et un derrière, et qui est debout avec le guidon. Et Naya, elle était dans une carriole attachée derrière l'un des 2 vélos. Et donc, Lali et moi, on se mettait chacun sur un des endroits couchés, sur le siège avant. Et les parents, ils se mettaient derrière. Mais tout le monde pédale. Oui, ça fait Naya. Sauf Naya. C'est le grand avantage, c'est tandem, effectivement, que tout le monde peut pédaler et les enfants sont en roue libre. Ça veut dire que quand ils arrêtent de pédaler, nous, on peut continuer à pédaler ou inversement. Ils ne sont pas obligés de pédaler tout le temps. Ça leur a permis de faire des siestes, de se reposer, de faire leurs devoirs, devant, en fait, sur le vélo. Et d'avoir une très belle visibilité sur ce qui se passait devant. Et le dernier avantage de ce vélo, c'est vraiment d'avoir une très belle proximité entre les 2 têtes, entre celui qui est assis et celui qui est debout. Donc ça nous a donné de grandes discussions qu'on aurait peut-être jamais pu en avoir en France en étant les uns à côté des autres. Oui. Et au niveau des sacoches, du chargement, c'était lourd. Vous aviez pris beaucoup de choses. Enfin, je suppose que quand on part à 5, c'est toujours difficile d'être minimaliste. Mais on a essayé de faire au mieux et en même temps, on s'est pas restreint au maximum. On n'a pas été justement jusqu'au minimalisme comme certains voyageurs ont réussi à faire. Ce serait peut-être un nouveau challenge qu'on pourrait essayer de relever. Là, du coup, on avait sur chaque vélo 4 sacoches de manière classique au niveau des roues avant, des roues arrière et un gros sac sur le porte-bagages en plus pour transporter notamment dans un, il y a la tente et les tapis de sol et dans l'autre, tous les duvets. Et puis après, on a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on avait tout le matériel pour cuisiner, du matériel avec une petite trousse à pharmacie, un peu de matos aussi de loisirs et de devoirs, des vêtements et notamment des habits, des doudounes assez chaudes qui nous permettaient d'avoir des oreillers aussi la nuit, parce qu'en fait c'est bien les oreillers. Les doudounes se transformaient en oreillers, du coup on pensait les renvoyer pour la deuxième partie du voyage qui était plus en zone hivernale et finalement on les a gardés pour avoir des petits oreillers, notre petit confort le soir. Voilà. Après on avait aussi un filtre à eau, un petit tapis qu'on pouvait mettre au sol pour s'asseoir et manger tranquillement. Voilà, principalement. Après, les vélos en eux-mêmes sont déjà un peu lourds. Chaque vélo, c'est sans rien, ça fait 30 kilos. Et après, on les a pesés une fois sur une aire pour les camionneurs. Là.
Et en fait, le vélo de Valérie, sans Valérie et sans Esteban, il faisait déjà 80 kilos, donc avec tous les bagages. Et celui que l'on avait avec Lali, donc sans nous deux, mais avec Naya et la carriole, il faisait 120 kilos. Donc forcément, dans les montées, ça avançait pas très vite. On a beaucoup poussé, mais on a pris notre temps. Et effectivement, on aurait pu partir peut-être avec 15 ou 20 kilos de moins, peut-être même plus. Après, on n'a pas fait. On a essayé de voir aussi, on voyage avec des enfants, donc on faisait attention d'avoir un tout petit peu de confort quand même pour eux. Enfin voilà, on n'a pas lésiné sur les habits, des choses comme ça, quoi. Ou même quelques jouets. Ah oui, 2-3 jouets quand même. Surtout pour Naya qui était toute petite, elle avait deux poupées dans sa carriole. Après, en fait, sinon le reste, ils ont joué la plupart du temps avec des galets, des morceaux de bois et ce qu'ils trouvaient sur le chemin, quoi. On avait un Uno aussi. Oui, c'est bien aussi. Le Uno, c'est international, tout le monde dit. Le Uno, c'était vraiment super pour Naya. On peut peut-être le conseiller pour les plus jeunes enfants qui voyagent, parce qu'elle avait 2 ans, enfin, elle voyage de 2 à 3 ans, et elle a très rapidement su jouer au Uno, reconnaître les couleurs, et jouer super bien, quoi. Donc on avait un vrai plaisir à jouer tous les 5 à ce jeu-là, quoi. C'est quand même assez rare de trouver un jeu où on prend tous le même plaisir. Oui, c'est vrai. Et les grands ont appris à jouer à la contrée, à la coinche. La contrée en Bolivie, dans une casa des cyclistes en Bolivie. Depuis, on joue très fréquemment à la contrée tous les 4. Donc c'est aussi un beau souvenir de voyage. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous beaucoup de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on sera amené à se revoir bientôt. Avec grand plaisir.